nouvelle semaine avec de nouveaux défis. Nous sommes lundi, 7 mars 2022. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 13h. Voici le sommaire de cette édition. Bientôt, les populations vont débourser un peu plus pour avoir accès aux produits pétroliers. Les prix de ces produits ont été rendus publics mercredi 3 février 2022 par le gouvernement. La réponse avec le porte-parole du gouvernement. La semaine mondiale de l'allaitement maternel se célèbre chaque année au mois d'août. Pour des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19 au Bénin, elle est célébrée ce mois de mars dans la commune de Bonté. Les précisions dans ce journal. Au Burkina Faso, après l'adoption d'une charte qui a fixé la durée de la transition à 3 ans, le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, nommé ce jeudi un premier ministre civil, et publié samedi soir la liste d'un nouveau gouvernement. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Reçus par le chef de l'État, les rois et les chefs traditionnels sont allés échanger avec le président de la République sur l'avancement de la mise en œuvre du statut de la chefferie traditionnelle reconnue depuis 2019 par la Constitution. En effet, cela demeure une préoccupation pour les têtes couronnées, d'autant que suite à la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle, la loi et les décrets d'application y afférents restent un chantier non encore abouti. Quelques propos à la fin de l'audience en question. Je suis venu rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui des problèmes de la chefferie traditionnelle, puisque en son temps, lors de la révision de la loi 90-32 de décembre 90, la chefferie traditionnelle a été institutionnalisée. Ainsi, après l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle, il fallait quand même des textes d'application tels que la loi, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la chefferie traditionnelle. C'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à discuter avec le chef de l'État, la première autorité. Aujourd'hui, il a été clair qu'il va créer une commission qui sera chargée d'étudier tous les paramètres pour que la chefferie traditionnelle soit officiellement reconnue par une loi, et il y aura également les décrets d'application dans un bref délai pour que la chefferie soit une institution d'État, un organe d'État, afin qu'on puisse participer au développement de la nation et à la stabilité. Quand il dit, il le fait. Il a promis et nous croyons fermement, vraiment, parce que c'est de vive voix et du bon cœur qui nous a promis que tous ces actes seront pris. Nous le croyons et nous pensons que ça va être fait. Et je retiens au sortir de cette audience deux signaux forts. Le premier signal, c'est que le chef de l'État a pris à bras le corps la chefferie traditionnelle, veut introduire au sein donc de cette chefferie traditionnelle des réformes pour pouvoir amener cette chefferie traditionnelle à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Deuxième signal fort, c'est que le chef de l'État a déjà un chronogramme pour cela. Il nous a dit que déjà le 31 mars, il y aura une commission qui va être installée pour étudier comment faire pour réformer entièrement la chefferie traditionnelle. Et vous le savez, le chef de l'État, c'est un homme de parole. Je me rappelle comme si c'était hier, le samedi 25 août 2018, à l'occasion de la rencontre que le chef de l'État a eue avec les rois et chefs traditionnels du Bénin, à la fondation Claudine Talon, le chef de l'État a pris l'engagement de constitutionnaliser la chefferie traditionnelle. Mais on a constaté, un mois plus tard, que cette chefferie
a été effectivement constitutionnalisé à l'occasion de la révision de la Constitution intervenue au Parlement en octobre 2019. C'est donc un homme de parole. Et nous, tête couronnée du Bénin, notre première mission est d'accompagner le chef de l'État par nos prières. Nous prions Dieu et les mânes de nos ancêtres de l'éclairer davantage, de le garder pour nous, pour que tous ces chantiers qu'il a ouverts sur tout le territoire national, pour que toutes ces réformes qu'il a introduites dans tous les secteurs vitaux de la nation, que ça puisse être mené à bon port et que chaque citoyen béninois puisse tirer meilleur profit de ces réformes et de ces chantiers lancés par le chef de l'État. Et j'en parlais tantôt, en ce mois de mars, les populations vont débourser un peu plus d'argent pour avoir accès à l'essence, au pétrole, au gasoil et au gaz domestique. C'est ce qui ressort de la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Les prix de ces produits sont rendus publics ce mercredi 3 février 2022 par le gouvernement. Ces prix présagent-ils d'une inflation? La réponse avec le porte-parole du gouvernement. On le suit. Chacun va observer malheureusement que les prix des produits pétroliers, donc le pétrole, l'essence, le gaz aussi, que ces prix vont connaître encore une augmentation ici au Bénin comme ailleurs dans le monde. Et la situation qui prévaut, dont nous venons de parler, a déjà provoqué, chacun peut l'observer, une hausse des prix au plan mondial. Le prix du gaz notamment, le prix des hydrocarbures. À telle enseigne même que certains grands pays producteurs qui ont pris l'habitude de maintenir les prix à un niveau accessible pour leur population depuis toujours, ont été confrontés à cette réalité et donc ont été obligés d'ajuster leurs prix. Dans notre contexte, malgré les efforts du gouvernement pour soutenir les prix des hydrocarbures, donc les subventions, la hausse va se ressentir. Et elle aurait été encore plus importante si le gouvernement n'agissait pas pour atténuer en apportant une certaine subvention à ces prix-là, afin que les populations ne soient pas obligées de débourser beaucoup plus que ce qu'elles déboursent actuellement ou ce qu'elles vont débourser dans les prochaines heures pour avoir ces produits-là. C'est vous dire que, encore une fois, si on tient compte de cette situation des prix et de la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine, dont les impacts sur ce secteur ont commencé à se faire ressentir, le gouvernement du Bénin a particulièrement raison donc d'en appeler au plus tôt au retour à la paix. Parce que si rien n'est fait, si cette situation malheureuse se poursuit, les prix, il faut s'en convaincre, vont continuer à grimper. À moins que certains gros producteurs prennent des décisions conjoncturelles hardies pour compenser les faits. Mais cela n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'il faut en appeler au plus tôt à ce que les parties dialoguent, les parties se parlent et que l'ordre normal revienne. Et nous parlons aussi des visiteurs peu ordinaires à l'exposition publique diptyque art d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Les députés et le président de l'Assemblée nationale en personne ont fait leur immersion dans les allées des 26 trésors restitués et 106 autres contemporains. Voici ici le reportage à cet effet. Plus que spirituel, c'est une reconnexion à soi, à l'histoire. C'est une reconnexion à notre passé. Et ça nourrit le patriotisme, ça nourrit le nationalisme, ça nourrit la fierté d'être béninois. Organiser cette exposition ici, c'est une chose extraordinaire. Et je voudrais que les jeunes, ceux qui ne connaissent pas le Dahomey, qui n'ont connu que le Bénin, viennent voir, viennent visiter. Et même ceux qui ont connu le Dahomey viennent visiter cette exposition sous sa forme actuelle. Pour moi, c'est une nouvelle révélation de notre peuple, de notre génie créateur. Aujourd'hui, Bénin révélé, c'est également culturel et cultuel. Le génie créateur qui a permis d'organiser tout ceci est à saluer. Les gens viennent découvrir l'exposition, les 26 œuvres restituées, les artistes contemporains, mais aussi la présidence et ses beaux jardins. Donc vraiment,
Que cette expérience des députés soit un exemple pour que le peuple vienne nombreux visiter l'exposition de la présidence. Et dans cette édition, on s'intéresse aussi à la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Eh bien, cette semaine se célèbre chaque année normalement au mois d'août pour des contraintes liées à la pandémie de la Covid-19 au Bénin. Elle est célébrée ce mois dans la commune de Bonté. Une semaine donc pour parler des avantages du lait maternel et de ses bienfaits. Eh bien, les détails à travers le reportage qui suit. Selon les résultats des enquêtes du ministère de la Santé, le taux d'allaitement maternel au Bénin est de 90,9%, tandis que celui de l'allaitement maternel exclusif est de 26,7%. Des statistiques qui montrent que les nourrissons ne sont pas allaités uniquement au sein. Cette semaine se déroule autour du thème, je cite, « Protéger l'allaitement, une responsabilité partagée ». Dans cet esprit, l'OMS et l'UNICEF appellent les décideurs à promouvoir l'accès des femmes à des conseils de qualité en matière d'allaitement maternel. Lesquels conseils sont essentiels pour soutenir cette pratique? Dans les collines, un enfant sur 25 qui a moins de 5 ans souffre de malnutrition très grave. Le conseil communal de Banter accorde du prix à toute initiative qui s'intéresse à la santé et au bien-être de la population. Il s'agit d'une activité dédiée à la promotion de la pratique de l'allaitement maternel. La question de l'allaitement maternel a été la priorité de l'USAID et l'ONG DEDRAS pendant la semaine qui lui a été dédiée. 6 villages des communes de Savalou et de Maltais sont retenus pour abriter l'édition de cette année 2022. Depuis 4 ans, le projet accompagne les acteurs du système à assurer chaque année la mobilisation des communautés autour de la pratique de l'allaitement maternel, dont l'importance n'est plus à démontrer à travers l'organisation de la semaine de l'allaitement maternel. Durant cette période, les femmes seront sensibilisées sur l'importance de l'allaitement maternel exclusif par des agents de santé et les relais communautaires. Les informations hors du Bénin à présent au Burkina Faso après l'adoption d'une charte qui a fixé la durée de la transition à 3 ans. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damima, qui dirige actuellement le pays, a nommé jeudi un premier ministre civil et publié samedi soir la liste d'un nouveau gouvernement composé de 25 ministres. En effet, le temps presse pour les Burkinabés car la menace terroriste gagne du terrain. Le Burkina Faso a une nouvelle équipe gouvernementale. La première de l'ère post-Roch Marc Christian Kaboré, renversé fin janvier. Le nouvel exécutif, nommé samedi par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, compte 25 membres, avec notamment au poste de ministre de la Défense le général Barthélemy Simporé, qui occupait déjà ce fauteuil sous Roch Marc Christian Kaboré. Des acteurs de la société civile figurent aussi dans la nouvelle équipe qui comprend 6 femmes, dont Olivia Rwamba, qui hérite des affaires étrangères. Jeudi déjà, Albert Ouedraogo, un universitaire de 53 ans, avait été nommé Premier ministre. Parmi les défis du gouvernement figurent la lutte contre le djihadisme et la refondation de l'État, alors que le pays a adopté une période de transition de 36 mois, même si la CEDEAO ne s'est pas encore prononcée sur cette durée. Et nous faisons également un tour au Malawi où la gestion du pays semble inquiéter les catholiques. Corruption et querelles politiques sans fin entre autres. Des évêques de l'Église ont mis leur plume à contribution pour appeler à plus d'actions dans ce sens. Au Malawi, dans une lettre pastorale publiée dimanche, 7 évêques catholiques ont fait part de leurs appréhensions concernant la gestion de leur pays.
Les hommes en soutane dénoncent notamment l'inertie supposée de Lazarus Chakwera face à la corruption qui prendrait des proportions inquiétantes à Lilongwe. L'omerta sur le sujet, ajoute-t-il, est aux antipodes des promesses électorales tenues par le président. Lazarus Chakwera, qui avait axé sa campagne sur la lutte contre la corruption, fermerait donc les yeux sur des pratiques de ses collaborateurs. En janvier pourtant, 7 ministres ont été limogés pour corruption, mais le président peine encore à convaincre l'opinion publique de sa volonté réelle de faire le ménage au sein du gouvernement. En décembre 2021, une enquête avait conduit aux arrestations de l'ancien ministre des Finances et de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, soupçonnés d'avoir manipulé des comptes pour obtenir des prêts du Fonds monétaire international. Les évêques demandent au Parlement d'adopter un cadre juridique favorisant des gouvernements de coalition. Actualité russo-ukrainienne à présent, des milliers de manifestants dans des villes européennes dénoncent la guerre en Ukraine. Ils ont manifesté ce dimanche pour le 2e jour consécutif dans de nombreuses villes européennes pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine. Dans un nombre considérable de villes européennes, ce dimanche a marqué une nouvelle journée de manifestations contre la guerre en Ukraine. Ils étaient par exemple très nombreux à Berlin dans des rassemblements organisés par des groupes d'activistes bélarusses, ukrainiens, mais aussi russes. Même dynamique dans de très nombreuses villes de France, comme ici à Lyon. Des milliers de personnes ont défilé, se sont recueillies ou ont protesté pour affirmer leur opposition à la guerre en Ukraine. Parmi les manifestants, des Ukrainiens bien sûr, comme cette jeune femme. Étudiante ici et pour nous c'est aussi important de faire quelque chose de ce qu'on peut parce que nous c'est vrai qu'on est loin de notre famille, notre pays et on est ici, on essaie de faire au maximum de choses pour faire quelque chose, pour apporter notre soutien, notre aide à notre pays. En Espagne, des manifestations se sont déroulées notamment à Madrid, mais aussi à Barcelone, où de nombreux drapeaux bleus et jaunes ont flotté sur la place centrale de Catalogne. Un rassemblement que n'aurait manqué pour rien au monde cette autre jeune femme originaire du Bélarus. Au moins ici à Barcelone, nous pouvons sortir dans la rue et nous exprimer. Parce que dans nos pays, nous ne pouvons pas le faire, malheureusement, car cela a des conséquences. Des centaines de personnes, principalement des Ukrainiens, se sont également retrouvées sur la Piazza della Repubblica à Rome. L'Italie compte une importante communauté ukrainienne. Il serait plus de 250 000 dans la péninsule. Cette dernière accueille chaque jour 3 000 réfugiés ukrainiens depuis le début des attaques russes. Enfin, le Kazakhstan, pays allié de la Russie, a autorisé ce week-end une manifestation contre la guerre en Ukraine, alors que le gouvernement cherche à se distancier juste assez de Moscou pour ne pas être inclus dans les sanctions occidentales et a affirmé récemment sa neutralité dans ce conflit. Et puis, bloqués à la frontière contre l'Ukraine et la Pologne, des étudiants africains négocient le passage en brandissant le statut devant des policiers polonais. Alexander Somto-Ora, étudiant nigérian de l'Université d'État des télécommunications de Kiev, fait partie de ces infortunés. Bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, des étudiants africains négocient le passage en brandissant leur statut devant des policiers polonais. Alexander Somto-Ora, étudiant nigérian de l'Université d'État de télécommunications de Kiev, faisait partie de ces infortunés. Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de la discrimination. La première discrimination a eu lieu à Kiev, à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. J'ai dit ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas prendre les femmes africaines et celles du Moyen-Orient. Elles sont enceintes. Des accusations balayées par les autorités ukrainiennes, mais le Nigérian de 25 ans a partagé le récit de son périple dans le froid, sur fond d'incertitude et de racisme visant les Africains, les Indiens, mais aussi les Libanais. Entre 9 et 11 heures du matin, vers 12 heures exactement, un homme en noir est venu et nous a dit « Les Indiens, les Africains et ceux du Moyen-Orient doivent aller vers une autre frontière, la frontière roumaine. » Nous lui avons dit que nous ne pouvions pas reprendre notre périple. Nous sommes sur la route depuis 3 jours et nous ne pouvons pas faire marche arrière.
J'avais l'impression que quelqu'un allait peut-être mourir parce que certaines personnes s'évanouissaient. Il n'y avait pas de couverture. Alors, nous nous sommes juste protégés avec nos vêtements et tout ce que nous pouvions trouver. Alexander Somto-Ora a finalement réussi à atteindre la Pologne après 4 jours. La guerre m'a fait comprendre que s'il y a des êtres humains, il y en a d'autres qui sont considérés différemment. Je veux que les autres Africains apprennent à s'exprimer. C'est tout. L'Union africaine a déclaré à Nairobi que chaque être humain avait le droit de franchir des frontières internationales pour fuir un conflit. Et en parlant toujours de la guerre en Ukraine, plus d'1 million de réfugiés sont arrivés en Pologne. Annonce faite par les autorités, c'est une barre symbolique qui ne représente qu'une partie du drame qui se joue en Ukraine. Et selon les gardes frontières, la Pologne a annoncé ce dimanche avoir vu plus d'1 million d'Ukrainiens franchir la frontière depuis le début de la guerre. On fait le point à travers ceci. La vague de réfugiés quittant l'Ukraine ne cesse de grandir. En seulement 10 jours, plus de 1,5 million d'Ukrainiens ont fui leur pays, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il s'agit de la crise migratoire la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Environ 1 million de personnes se sont réfugiées en Pologne, pour la plupart des femmes et des enfants, les hommes étant restés sur place pour combattre. Mais cette famille a plus de chance. Yevhen Chonomordenko est ukrainien. Lorsque la guerre a éclaté dans son pays, il travaillait en Pologne. Ce n'est que 11 jours plus tard qu'il a pu retrouver sa femme et ses 2 jeunes enfants qui ont fait tout le chemin de Kiev à la frontière polonaise. Pour l'heure, Yevhen ne sait pas s'il retournera en Ukraine, sa priorité étant de trouver un endroit sûr pour sa famille. Pour la plupart des réfugiés, traverser la frontière est un voyage vers l'inconnu. La Hongrie a jusqu'à présent vu arriver plus de 120 000 personnes qui sont contrôlées et enregistrées. Des bénévoles et des interprètes les attendent. Nous avons beaucoup pleuré. Les femmes ici pleurent avec nous. Elles sont très reconnaissantes pour chaque bouchée de nourriture, pour chaque drap ou serviette que nous pouvons leur donner. Des réfugiés ont également fui vers la Roumanie, la Slovaquie, la Moldavie et même la Russie. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de rester en notre compagnie. Excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt.